Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'info scientifique qui reçoit pour vous le professeur John Ekina Bongongo Pietidi. Il est professeur d'économie publique et industrielle. Il est également consultant en joint venture. Avec lui, nous allons échanger sur plusieurs questions d'actualité, notamment sur les contrats des partenariats dans le domaine minier. On abordera aussi des questions relatives au lancement d'appels d'offres internationales pour l'exploitation du bloc pétrolier en RDC et éventuellement des contrôles de l'IGF et des prouesses réalisées par le ministre des Finances à ce qui concerne la maximisation des recettes de l'État à travers l'impôt spécifique sur les super profits. Pour terminer avec le travail que la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, est en train d'abattre dans son secteur. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Professeur John Ekina Bongongo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comme nous venons de le dire, que vous êtes professeur d'économie publique et industrielle. Vous êtes également expert en joint venture. Professeur, vous avez publié un livre sur la joint venture en 2015 sur la relance des industries industrialisantes par la formule joint venture, modélisation du partenariat gagnant-gagnant. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs du contour ou du contenu de votre ouvrage qui revient chaque fois à la pointe de l'actualité? Monsieur le journaliste, je certifie avec assurance que les différents personnages que vous recevez dans cette émission font des analyses pointues et apportent des contributions avérées pour l'amélioration de certaines structures étatiques ou privées de notre pays et aussi des services ou des secteurs de l'économie nationale. Pour cela, je demande à ce que ces contributions et analyses soient implémentées pour le bon fonctionnement de la République. Pour ce qui est de la joint venture, j'ai publié cet ouvrage en 2015 aux éditions universitaires européennes d'Allemagne. Et dans cet ouvrage, j'ai tout simplement retracé le fonctionnement de partenariats conclus dans notre pays avec notamment la GECAMINE. Ces partenariats avaient comme objectif la relance de cette industrie qui était restée longtemps en veilleuse. Mais après avoir scruté les choses avec l'œil du chercheur et d'enseignant, on a constaté que ces partenariats, appelés communément joint venture, n'étaient pas bien signés dans le sens qu'on a remarqué trop d'abus du point de vue de certains éléments comme les déséquilibres entre les partenaires locaux et les partenaires étrangers. Monsieur le professeur John Ekina Bongongo Pietidi, au juste, la joint venture, c'est quoi? La joint venture est un partenariat. Un partenariat qui doit être conclu entre deux ou plusieurs partenaires, c'est-à-dire 3-4. Et dans ces partenariats, les associés, les partenaires mettent leurs moyens ensemble pour partager le risque. C'est un partenariat différent des autres. Parce que ici, l'entreprise qui est créée va fonctionner de façon autonome. Les entreprises qui l'ont créée ont aussi leurs entreprises qui continuent à fonctionner. Et en créant cette joint venture-là, elles vont maintenant travailler en synergie. C'est-à-dire cette entreprise peut avoir des relations commerciales, des relations administratives avec les entreprises qui l'ont créée. Donc bref, la joint venture n'est qu'une association de partenaires
qui s'engagent pour partager le risque. Les uns apportent, n'est-ce pas, le savoir-faire, les autres apportent le patrimoine industriel. On apporte aussi, comme le cas de la GECAMINE, des carrés miniers, ainsi de suite, et on met l'argent ensemble. On fonctionne avec des méthodes comme quoi il faut réaliser le profit, et que lorsque le profit est réalisé, vite fait, on n'est pas là pour le partager, mais c'est pour faire avancer l'entreprise. Donc, la joint venture a une vision à long termiste et non à court termiste. Professeur, s'il vous plaît, comment comprendre le fait que la joint venture puisse favoriser la relance des industries industrialisantes? Qu'est-ce que vous pouvez insinuer par là? L'entreprise comme la GECAMINE était arrivée dans une situation d'arrêt. L'entreprise, la GECAMINE, n'exploitait plus, n'est-ce pas, du point de vue industriel. Et il fallait maintenant trouver de moyens pour relancer. L'État a essayé de le faire avec ses propres moyens, mais n'a pas pu. Il y a eu plusieurs programmes, le programme quinquennaux, le programme triennaux pour relancer la GECAMINE, mais cela n'a pas marché faute de moyens de financement. C'est un truc que, cette fois-ci, on a pensé faire recours à la joint venture. Joint venture parce que il faut trouver un moyen pour attirer les capitaux étrangers afin de travailler ensemble pour procéder à cette relance. Ce qui fait que depuis que nous sommes dans ces partenariats, vous voyez que la GECAMINE a commencé quand même à produire ce que ne se faisait plus il y a belle lurette. Donc la GECAMINE fonctionne aujourd'hui avec le partenariat que nous appelons joint venture. Alors professeur, que reprochez-vous dans les fonctionnements des différents partenariats et ou joint venture conclus dans notre pays, la République démocratique du Congo, notamment entre la GECAMINE et les partenaires étrangers? Oui, si le contrat, au fait, était mal négocié. Vous avez annoncé l'émission en épinglant le code minier. Le code minier de 2002, et on a un nouveau code minier depuis 2018. Si vous voyez très bien, le soubassement de la joint venture était le fait du code minier. Le code minier avait mis un cadre juridique pour assurer l'attrait des investisseurs étrangers. Et dans ce code minier, on a remarqué des déséquilibres criants. Je vous prends un exemple. Le pas de porte, le royalty, le redevance, si je ne peux prendre que le redevance, cela était fixé à 2%. Donc, si vous réalisez les activités industrielles au niveau de la GECAMINE, dans ces mining-là, vous ne pouvez payer que 2% de chiffre d'affaires. Et cela a un peu pénalisé, n'est-ce pas, le fonctionnement de la joint venture. Il y a eu aussi d'autres mots qui rongent. C'est par exemple le pas de porte. Le pas de porte, ce sont des sommes qu'on paye lorsqu'on veut entrer dans une activité minière et autres. Mais le pas de porte là n'était pas signalé au départ. On a fonctionné comme ça. C'est plus tard qu'on a découvert qu'il fallait payer le pas de porte. Même alors, ces pas de porte ne pas payer en bonne et due forme. Donc, un contrat totalement penché d'un seul côté, c'est-à-dire favoriser les investisseurs étrangers au détriment des partenaires locaux. Manque de transparence. Vous allez voir que pour commencer une joint venture, on demande à ce qu'il y ait les études de faisabilité. Mais on a constaté que certains joint ventures ont fonctionné sans pour autant réaliser cette étude. Or, dans cette étape-là de l'étude de faisabilité, on décrit tout, les différentes parts, ce qu'on va gagner, ce qu'on va céder, ainsi de suite. Donc, nous étions
totalement mal parti avec cet ancien code minier qu'on a tant décrié. Et vous avez vu qu'à la fin de 2018, on a mis en place un nouveau code minier qui a essayé un peu de corriger, n'est-ce pas, les dérives totalitaires qu'on a constatées dans ces secteurs. Professeur, à vous entendre parler, apparemment, tous ces contrats ou tous ces partenariats ont été mal signés. Alors, les dérives totalitaires que vous venez d'évoquer ne pouvaient-elles pas se justifier par le fait que vous, les chercheurs et universitaires, n'étiez pas associés aux études de faisabilité de ces partenariats? Bon, normalement, les scientifiques au Congo ne sont pas considérés, ne sont pas intéressés lorsque on prend de telles décisions. Parce qu'il y a des cabinets d'études, il y a des chercheurs indépendants. Mais souvent, le tout se fait au niveau de l'administration, au niveau du gouvernement. Les gens qui sont au gouvernement vont signer ce genre de partenariat. C'est un peu la configuration de choses dans ces secteurs. Je parle de manière tout à fait légale, officielle, où il y a un appel d'offres. On fait appel à qui? Aux spécialistes des joint ventures. Et ils sont nombreux pour que nous puissions mettre la main dans la pâte. Et je parie que ce sont des choses qu'on doit nécessairement corriger. Parce que si nous entrons en joint venture, il doit y avoir la prospection, l'exploration. Vous allez voir qu'il n'y a que les partenaires étrangers qui le font. Et quand ils doivent le faire, il y a tout le moyen à leur disposition pour, n'est-ce pas, donner des valeurs qui ne nous arrangent pas. C'est-à-dire, au lieu de mettre des valeurs réelles, on essaye d'évaluer, on essaye de présenter les chiffres qui ne nous profitent pas. Or, dans ces pays, il y a des facultés, des facultés de polytechnique où on forme des ingénieurs de mines, où on forme des métallurgistes. Alors, moi, j'aurais aimé que, de manière tout à fait officielle, une part importante soit réservée, n'est-ce pas, aux scientifiques, lorsque on est en train de signer des contrats de grande envergure, tels que la joint venture. Professeur John Ekinabongongo, Piatidi, votre ouvrage dont la publication remonte à 2015, qui pendant son vernissage à l'hôtel Memling avait connu la présence des politiques, notamment le professeur Bahati Lukwebo, président actuel du Sénat, le professeur Michel Bongongo, y compris l'honorable Jean-Lucien Boussa, aujourd'hui ministre du Commerce, qui a marqué sa présence lors de votre matinée scientifique à l'Institut français de Kinshasa. Vous ne pensez pas qu'il serait mieux de prendre langue au préalable ou contact avec ces politiques afin que vous puissiez vous impliquer dans ces travaux? Les personnages que vous venez de citer, ce sont des éminents, ce sont de grands professeurs. Et si vous avez entendu leur prise de parole, tour à tour, ils ont déclaré, ils ont allégué que cet ouvrage était un ouvrage qui avait une importance, c'est-à-dire haute portée scientifique. Et ils ont même recommandé que le gouvernement pouvait en faire usage, dans la mesure du possible. Et depuis lors, je remarque que de temps en temps, on commence à utiliser les termes joint venture, les termes gagnant-gagnant, avec un peu de précision. C'est grâce à cet ouvrage. Je dois dire que dans les discours de certains politiques, on sent aussi, n'est-ce pas, l'utilisation de ces concepts-là. Mais cela n'est pas suffisant. Il faudrait que nous puissions arriver à être invités, même pour
communiquer, donner l'information, des ateliers scientifiques pour que nous puissions apporter notre pierre dans cet édifice. Vous allez voir que je suis dans les ambassades. J'ai été à l'Institut français pour animer une conférence sur la joint venture. Vous étiez là en tant que journaliste. J'ai été invité aussi au Centre culturel Congo-Japon pour faire la même chose. Pour que je puisse communiquer, pour que je puisse former, pour que je puisse apporter un peu d'éclaircissement afin d'éviter que la situation continue à s'empirer. On ne me répond pas, soit on me fait attendre. C'est un peu notre pays, mais nous ne le faisons pas pour accéder soit à un poste, mais nous le faisons parce que l'université a aussi un caractère sociétal. Tout ce qui se passe dans la société, nous, en menant nos recherches, nous sommes tenus, nous sommes obligés de faire savoir, n'est-ce pas, ces recherches-là à travers les médias. Lorsque vous nous invitez comme ça, je crois que les autorités sont suffisamment informées. Mais il leur appartient, n'est-ce pas, de s'approprier l'étude, comme je l'ai toujours dit, pour essayer de recadrer certaines choses. Nous pensons bien que tout ce que vous venez de formuler comme recommandations seront prises en considération. Alors, professeur, votre ouvrage, il y a peu, a été non seulement bénéficié d'un diplôme honorifique vous décerné par les éditions universitaires européennes d'Allemagne, mais également traduite plus ou moins à 7 langues internationales par la même édition. Alors, qu'en dites-vous? Le livre en question, comme j'ai dit, que ça a été publié en Allemagne. Et 3 ans après, les Allemands m'ont envoyé un diplôme honorifique pour l'excellence de cette œuvre. Donc cette édition a trouvé que parmi les ouvrages qui étaient publiés en ces temps-là, mon ouvrage était le meilleur. Et après, ils sont venus ici à Kinshasa pour me rendre visite, pour échanger avec moi. Et bien après, quand ils sont rentrés, ils ont traduit mon ouvrage en 7 langues internationales. De la version italienne, la version allemande, la version anglaise, la version portugaise, la version espagnole, la version polonaise et néerlandaise. Vous voyez, cet ouvrage a un aura international indescriptible. Je l'ai présenté partout, même à l'ambassade des États-Unis, avec l'ambassadeur Mike Hammer. Il a apprécié l'ouvrage. Comme je viens de vous dire, je continue dans ce sens. Mais après j'ai encore publié 2 autres ouvrages dans la même édition. Et ce sont des ouvrages qui se comportent bien. Et nous sommes là en train de continuer la réflexion dans ce sens. Professeur John Ekina Bongongo, actualité oblige par le temps qui court. L'IGF, du reste, est dirigé par Gilles Alingueté, inspecteur général et directeur chef des services de cette institution, venait de rendre public son rapport des contrôles effectués à la GECAMIN concernant sa gestion et qui fait état d'un détournement de moins 35 milliards de dollars américains. Alors, comment, cher professeur, vous ne trouvez pas que l'IGF vous donne raison sur ce que vous avez souvent décrié quant à ces? Oh, je ne m'attendais pas à cette question. Je dois dire ceci pour l'IGF. D'abord, j'ai du respect envers Jules Alinguetti, qui dirige cette institution, l'inspecteur général de son État, parce que c'est un aîné scientifique. Il a fini à l'université. Moi, je n'étais pas encore étudiant, mais je le sens. Je sens sa manière de fonctionner. Et j'ai des souvenirs de certains professeurs. Quand ils nous enseignaient, ils nous demandaient d'être rigoureux,
comme qui dirait, sentinelle de la République. Ça, ce sont de fleurs. Maintenant, l'IGF est dans la logique de la volonté du chef de l'État. Je crois qu'on doit se comprendre. La mission de l'IGF, sa manière de fonctionner, c'est vraiment la vision du chef de l'État. Et cette vision se résume à la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics. Il y a aussi d'autres mots qui rongent le népotisme afin de permettre à l'État d'avoir les moyens de son fonctionnement. Et l'IGF, depuis il y a peu, a commencé à, n'est-ce pas, entreprendre ses activités en rapport avec le déploiement de ces agents sur le terrain pour essayer d'abord de s'enquérir de la situation. Après avoir fait un état de lieu, je vois maintenant qu'on est passé à la vitesse supérieure et le fonctionnement de l'IGF a atteint son paroxysme lorsque l'IGF a décidé de un peu quitter le contrôle a posteriori, le contrôle a priori, mais il est dans le contrôle concomitant. C'est un peu ça, on ne va pas dire la nouveauté, mais l'IGF a mis l'accent là-dessus. Et cela porte de fruits. Le contrôle concomitant, c'est-à-dire, pendant qu'on est en train de poser l'acte, vous avez l'IGF sur vous. C'est comme l'épée de Damoclès. Cette méthodologie adoptée par l'IGF, c'est une méthodologie qui a donné des résultats escomptés. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de décrier cette façon de choses, mais on doit un peu lire les textes qui créent l'IGF. On doit voir que l'IGF est sur ces trois champs-là. Contrôle a priori, c'est-à-dire avant toute chose, l'IGF passe pour placer le verrou. Il place le verrou. Et puis, le contrôle concomitant, l'IGF est là pour desserrer le verrou, voir ce qui se passe, contrôler et loger un peu dans l'esprit des gens qui travaillent, l'esprit du contrôle. Parce qu'on ne doit pas oublier, dans une action managériale, il y a la planification, il y a l'organisation, il y a la coordination et en fin de compte, il y a le contrôle. Et les gens, quand on parle du contrôle, et cela n'arrange pas. Mais on doit savoir qu'une action de gestion se termine toujours par les contrôles. Et ce contrôle est un contrôle qui peut arriver de façon sporadique, un contrôle qui ne peut pas être annoncé, un contrôle qui arrive à tout moment. C'est ce que l'IGF est en train de faire. Dans tous les sens, l'IGF est sur la ligne droite. On est en train de décrire le fait que, bon, il essaye de trop médiatiser, mais c'est parce que le mal était trop profond. Ça, c'est un élément de dissuasion. Professeur John Ekina Bongongo, l'actualité reste aussi dominée par la montée vertigineuse des ressources et ou recettes fiscales, ainsi que parafiscales pour les comptes du Trésor public. Ces exploits réalisés dans ces domaines sont principalement l'œuvre du ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui s'est évertué à découvrir, dénoncer et déterminer une bagatelle somme d'impôts sur les super profits à la hauteur de 870 millions de dollars américains que la DGI est tenue mordicus à recouvrer dans ces secteurs miniers au niveau des joint ventures en l'occurrence. Alors, quel peut être votre point de vue à propos en tant qu'économiste et consultant en joint venture? Oui, bon, oh là là, vous êtes un peu dans les institutions. Oui. Bon, comme il s'agit de faits de société, Oui.
on doit quand même en parler. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, nous avons suivi la manière dont il est en train de piloter ce ministère-là. Et ce qui m'a intéressé, c'est le super profit. Quand je fais mes analyses, j'ai toujours évoqué les super profits. Parce que les super profits, c'est l'une des dispositions du code minier, les codes miniers révisés, les codes miniers actuels. Parce que l'ancien code minier, on ne parlait pas de super profit. Et super profit, c'est lorsque vous allez au-delà de ce qui a été prévu. Il y a un seuil de bénéfices. Lorsque vous excédez ce seuil-là, l'écart doit être fiscalisé. Et cela, c'est de l'ordre de 50%. Alors, comment on arrive à cet impôt-là, super profit? Au niveau international, il y a l'évolution des cours de nos matières. Et lorsque cela nous est favorable, parce qu'en économie, on dit que nous sommes des économies comme on appelle price taker, c'est-à-dire que nous prenons le prix tel que cela se présente sur le marché. Tandis que les grandes, disons, nations sont considérées comme des price makers. Mais les cours des matières, lorsque ça évolue dans le sens de l'augmentation, augmentation en exponentielle, comme nous constatons maintenant, cela crée des profits supplétifs. Maintenant, le législateur a trouvé que non, il faut demander à ce que lorsqu'on va au-delà d'un certain seuil, qu'on puisse payer le super profit. Et vous avez vu qu'il faut recouvrer au moins 870 millions, je peux même arrondir, 880 millions de dollars américains pour le super profit. Quand nous étions en train d'expliquer à la télévision, il faut faire très attention, parce qu'on a sonné un peu, disons, on a essayé d'alerter l'opinion que non, attention, les super profits doivent être payés dans la mesure où le comportement de nos matières premières à l'étranger était devenu alléchant. Et je crois que ce qu'on est en train de faire, ça corrobore avec ce que nous avons dit, et ça ne peut que me réjouir. Allez dans ce sens-là, écoutez ce que les scientifiques font, parce que bientôt on va encore publier des ouvrages de grande envergure, où nous allons essayer de retracer certaines choses au regard de ce que nous faisons comme recherche. Professeur, vos livres que vous comptez publier bientôt seront toujours dans les cadres de joint venture, parce que vous avez beaucoup publié dans ces domaines-là, dans cette question des joint ventures. Oui, la joint venture est considérée aujourd'hui comme incontournable dans ce que nous sommes en train de faire. Nul ne peut s'en passer. Même sur le plan environnemental, il y a toujours moyen d'insérer la joint venture. Lorsque, au niveau de la COP 26, on a évoqué les dispositions de notre pays qui avait une forêt, deuxième au monde, qui a un environnement qui pouvait naturellement recevoir des rétributions par le fait que nous conservons cet environnement. Il faut tisser maintenant des partenariats avec la communauté internationale pour que nous puissions entrer dans l'orbite de partenariats gagnant-gagnant. Donc, dans tous les secteurs, même dans les secteurs sociaux, dans tous les secteurs, la joint venture doit, n'est-ce pas, être une sorte de référentiel pour permettre au pays d'avoir les moyens. Et une fois si ces moyens sont bien gérés, je crois que nous allons, comme je l'ai toujours dit, chercher à quitter l'ornière
et pour se placer autour du soleil, là où les choses brillent, et avec cette brillance, nous allons connaître un épanouissement. Alors, parlons un peu des partenariats parce que tout le monde évoque ces concepts partenariat gagnant-gagnant à tort ou à raison. Estimez-vous, en tant qu'expert et consultant en joint venture, qu'en appliquant la joint venture dans notre pays, la RDC, on peut avoir réellement gain de cause, professeur? Bon, je l'ai toujours dit, hein, je fais un tour d'horizon lorsque je commençais les recherches. La joint venture s'applique partout. La joint venture a une dimension interplanétaire. Parce que, si vous voyez les États-Unis d'Amérique, ils fonctionnent avec la joint venture. D'ailleurs, l'ouvrage que vous voyez, c'est de l'inspiration américaine. Il y a aussi les Anglais, parce que la joint venture est quand même une affaire de l'Écosse. Et les gens disent quand même que c'est l'Angleterre qui est là. Vous allez voir qu'il y a un lien de causalité entre les deux pays. Il y a aussi la France qui a sa vision sur la joint venture. La Belgique que vous voyez là, les gens qui nous ont colonisés, s'ils se sont relancés après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, c'est grâce à la joint venture. La joint venture est dans le monde asiatique. La Chine, son épopée là, le Japon, tout ça. On travaille en synergie. On travaille maintenant ensemble. Vous voyez, dans des grandes sociétés, on travaille plus seul. C'est ainsi que nous poussons les gens à intérioriser cela. Travailler. Le fait que nous ne disposons pas des marchés financiers, nous n'avons pas de structures qui financent. Les structures telles que les investissements à long terme, c'est difficile de s'en sortir sans qu'il y ait le recours à la joint venture. C'est ainsi que nous conseillons aux gens. Pour le faire, il faut aller méthodiquement, avec tact, je dirais même délicatesse. Comme j'ai toujours dit. C'est toute une théorie économique. Il y a des procédés, il y a des techniques, il y a des méthodes. Alors, il faut essayer de s'en approprier, n'est-ce pas? Afin de, lorsqu'on le fait, il y a beaucoup de chances de réussite. Si ça a échoué dans notre pays, détrompez-vous, ailleurs ça a réussi. Là où on l'a appliqué, en bon escient, en bon et due forme, ça porte de fruits. J'ai toujours dit, les pays qui nous environnent ont des budgets éléphantesques, c'est grâce à la joint venture. Alors, parce que on l'a fait selon les règles de l'art. Mais chez nous, ça patauge, parce que tantôt vous le faites précipitamment, tantôt je vous prends encore un exemple. Lorsqu'on dit qu'on doit mettre en place disons, on appelle ça quoi, les études de faisabilité. Vous allez voir que la plupart de nos concitoyens ne prennent pas cette étude ou ces études au sérieux. Alors c'est là où tout se joue. Ou soit on fait cette étude de faisabilité enfin ces études-là prennent 3 ans, voire même 4 ans. Mais le jour où on vient avec ces études pour vous le présenter, on vous demande de les apprécier dans 45 jours. Ça, c'est déjà un piège. Alors, si il est vrai qu'il faut toujours, n'est-ce pas, les faire à ces laps de temps, alors armez-vous suffisamment des experts. Ça ne dérange pas de contacter pour que vous puissiez scruter, n'est pas décrypter, hein, n'est-ce pas, tout ce qui est écrit dans ces contrats-là. Parce que de nature, la joint venture, il y a toujours un petit rapport de force, mais un rapport de force au niveau de l'intelligence. Ou celui qui est ignorant, mais il est floué. Alors, on va être disposé pour contrecarrer ce genre de choses. C'est ainsi que
nous demandons aux gens d'élire, nous demandons aux gens de contacter, nous demandons aux gens de le faire. La profondeur de la joint venture pose problème. C'est ainsi que, comme ce système-là est un système par le temps qui court incontournable, alors nous devons faire un effort de maîtriser les ABC, les BABA de la joint venture. Ça va nous éviter de connaître des pertes, ça va nous éviter d'être considérés à la traîne, éviter que nous puissions chaque fois pleurnicher, étant donné que les fils du pays, certaines personnes sont aguerris dans ce domaine. Ils ont fait de preuves, notamment en ce qui me concerne, aux universités étrangères. J'ai présenté l'ouvrage aux universités marocaines, des grandes universités. Université Ben Abdallah de Fès, Université SUP Management. L'ouvrage a été présenté avec succès. Et tout cela pousse à ce que nous puissions, n'est-ce pas, accepter un peu de voir qu'est-ce qui se passe dans cet ouvrage. On ne doit pas tout prendre, mais on doit voir, non, ici, ce qui nous intéresse, c'est ça, et on va essayer d'arriver au bon port avec l'application judicieuse et rationnelle de la joint venture. Professeur d'économie publique et industrielle que vous êtes, n'est-ce pas, que la problématique des non-aboutissements de la joint venture réside essentiellement sous l'angle du contexte de la RDC, d'autant plus que vous avez laissé entendre que la joint venture a connu une complète réussite sous d'autres cieux, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et en Océanie. Peut-on avoir votre commentaire là-dessus, professeur? En posant cette question, ça me renvoie aux conditions. Avant d'entrer dans la joint venture, il y a des conditions. Des conditions économiques, des conditions juridiques, conditions environnementales, conditions économiques. Alors, il faut maintenant essayer, même sécuritaire, de bien calibrer les choses. Si nous sommes dans un contexte de, voilà comment nous allons nous comporter. Si l'objectif était de relancer les activités de ces entreprises restées longtemps en veilleuse, voilà comment nous allons nous comporter. C'est-à-dire le fruit de la joint venture va être réinvesti pour essayer de donner un nouveau souffle aux entreprises considérées comme canards boiteux. Et maintenant, si vous êtes dans ces contextes-là et que le fruit de la joint venture, vous n'arrivez pas à le placer là où il fallait le faire, alors vous allez voir que ça ne va pas réussir. Signer des contrats de joint venture est une chose, mais les retombées des joint venture, qu'est-ce qu'on en fait? C'est justement ça le problème. Vous avez suivi de grandes personnalités de ces secteurs passer à la télé pour dénoncer qu'il ne fallait pas signer ce genre de contrat. Donc il a déclaré vraiment qu'ils ont été floués. Ils ont été floués comment? Parce qu'il n'y avait pas vraiment des gens qui pouvaient faire face, n'est-ce pas, à ces partenaires quand ils sont venus pour dire que non, voilà, vous donnez-nous les mines, en contrepartie, tout ça, parce que tout à leur niveau va dans le sens de chercher à faire entrer la distraction. Alors si vous êtes distrait ou devant les sommes faramineuses, si vous tremblez, il y a des dispositions dans les contrats qui peuvent, n'est-ce pas, faire en sorte que vous ne puissiez pas bénéficier réellement. C'est ainsi que de grands juristes, de professeurs d'université, de la même manière qu'on fait avec, on a fait avec la Constitution, réunir les forces et les intelligences. Et c'est ainsi que je fais une proposition, projet de loi sur la joint venture. Parce que comment vous voulez utiliser un concept pareil qui brasse des milliards, mais il n'y a pas un cadre juridique. Un cadre juridique pour essayer de faire fonctionner en toute quiétude, en toute certitude, la joint venture. Là où la joint venture est née, c'est sous forme d'une loi.
Et il y a eu des réformes à travers le monde. Jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que peaufiner cette loi pour l'adapter, pour l'implémenter, n'est-ce pas, aux réalités du moment. C'est ce qu'on est en train de vouloir proposer. J'espère que ça va se passer comme ça. Il y a aussi, comment dirais-je, le contrat type. Il y a un contrat type de joint venture. Parce que si vous voyez bien, dans chaque société, il y a son modèle de contrat. Alors on ne sait pas coordonner les choses. Il y a des ministères appropriés qui peuvent quand même faire en sorte qu'un modèle type de contrat soit proposé. Tout le monde doit suivre. J'ai aussi proposé, n'est-ce pas, un observatoire. Le président de la République doit avoir un œil. Alors, sous forme d'un observatoire, rattaché à la présidence, pour essayer de contrôler, pour essayer de voir ce qui se passe dans ces secteurs. Si on ne le fait pas, ça va être un peu difficile. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a eu absence de pas de porte. On parle aussi de super profit. C'est-à-dire, on découvre les choses après que ces choses aient été réalisées. Pourquoi ne pas anticiper? On découvre seulement que non, on a perdu des millions pour le non-paiement des pas de porte. On doit aussi avoir des actions anticipatives. Et comment anticiper? Lorsque nous parlons, lorsque nous essayons un peu de tirer la sonnette d'alarme, moi j'aimerais que nous soyons maintenant des équipes qui passent à l'offensive. C'est-à-dire essayer de voir les choses avant leur réalisation et les contrecarrer pour ne pas courir derrière. Maintenant, pour recouvrer les 870 millions, bon, il y a maintenant deux pour parler. Les élections, il paraît que ça demande 600 millions. Et maintenant, rien qu'avec le super profit, on peut organiser ces élections. Je crois que nous sommes là pour seulement faire éveiller les consciences, n'est-ce pas, des décideurs, de faire en sorte que la joint venture soit vraiment ancrée dans les esprits des citoyens, n'est-ce pas, afin qu'on essaie un peu de voir clair dans ces partenariats. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de ces grands numéros de l'info scientifique qui avait reçu pour vous le professeur John Kinabongongo. Il est professeur d'économie publique et industrielle. Alors, professeur, pour terminer cette émission, quel peut être votre dernier mot avant de boucler complètement cette grande émission? Bon, on a presque tout dit. Ce qu'il faut un peu placer comme dernier mot, c'est de voir que le prof continue les recherches. Je parlais du secteur de l'environnement, où je suis en train de vouloir proposer quelque chose en rapport avec la joint venture. Je vois Madame la vice-ministre, Eve Bazaïba, qui se bat au niveau de ces ministères-là, sur le plan international, même national. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de proposer une histoire en rapport avec la joint venture, n'est-ce pas, environnementale. Là, je suis là-dedans. Vous allez me permettre un peu de dévoiler. Bientôt, un ouvrage va sortir sur la joint venture environnementale. Parce que les efforts que Madame est en train de fournir sous la houlette du président de la République, on est là, on commence à avoir quelques rétributions sur le plan international. Alors nous, les chercheurs, nous plaçons les choses dans le sens qu'il ne faut pas qu'on laisse ces autorités évoluer comme elles le font comme ça. Il faut soutenir avec des écrits, avec des arguments. La joint venture environnementale verra le jour. Nous allons proposer de quelle manière cela
peut se faire dans le contexte de la RDC. Ça, je n'ai pris que l'aspect environnement, mais il y a aussi d'autres ministères, notamment les affaires sociales, chez l'excellent ministre Modeste Mutinga, qui est connu plus sous le nom de la République des Inconscients. Moi, je suis là pour proposer une jeune aventure sociale. Donc, je suis toujours avec vous. Je vous observe. Et je pense que aussi, chez son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qui se trouve être mon grand frère, j'ai des écrits la joint venture pour concrétiser, n'est-ce pas, la zone libre d'échange pour le continent africain. Ouais. Je suis là. Et ça sera pour bientôt. Le professeur va venir et va faire des propositions concrètes. C'est ça un peu ce que je voulais dire. Il y a aussi d'autres publications que je prépare, mais ça sera pour l'enseignement. Hein? Voilà, j'enseigne, ça fait plus de 22 ans que je suis à l'université, comme assistant, comme chef de travaux, maintenant professeur. Professeur fou, il me reste 1 année et demie pour le professeur ordinaire. Il faudrait qu'il y ait vraiment des ouvrages puissants, n'est-ce pas, au niveau de l'enseignement, qu'on doit utiliser ici et à l'international. Voilà ce que je voulais dire. C'est ce que je n'ai pas dit. C'est ça. Autre chose, j'encourage mes assistants qui sont toujours avec moi. Je suis aussi encadreur de thèses de doctorat dans beaucoup d'universités, que ce soit au pays, que ce soit à l'étranger. On m'a associé, surtout sur le volet Joint Venture. Je ne peux pas citer ces universités pour les publicités, mais attention, je suis un encadreur comme promoteur, comme copromoteur déjà dans ces universités-là. Je demande aux étudiants d'être un peu attentifs pour que nous puissions essayer de travailler en synergie, orienter les choses dans la réflexion de très haut niveau pour que la joint venture soit propagée. Parce que, à mon sens, c'est notre seule voie de sortie, comme on dit en latin, modus vivendi. C'est par cette question, mesdames et messieurs, que nous mettons fin à ces numéros de l'info scientifique qui avait reçu pour vous le professeur John Ekina Bongongo Pietidi. Il est professeur d'économie publique et industrielle et il est également consultant en joint venture. Avec lui, nous avions échangé autour de plusieurs questions d'actualité. Quant à moi, je vous dis au revoir, à nous revoir prochainement. Merci.